Bon, maintenant, il fallait qu'on fasse un peu de place pour Patrick. Donc ça va être moins fun, mais j'ai essayé de vous donner le maximum de fun que je pouvais avant pour que... Ah bah c'est sûr que la barre est haute, hein? Je sais pas, Merci, hein? c'est toi qui vois. Finalement, Je fais tout pour mettre en valeur mes associés. j'aurais préféré passer avant le quantique, tu vois? Parce que, à la limite, ce que je vais raconter, personne ne comprendra rien. Mais après, le quantique, personne ne comprend rien. On se dit, c'est ça le thème. Là, maintenant... On est perdu dans le thème. Hein. Ouais. Tu crois qu'ils vont le trouver? Ah, je crois pas. Pourtant, il y en a qui sont bien smart dans la salle, mais je pense qu'on a bien réussi à enfumer le truc, là. Hein. La Lloyds, la bière, le port autonome de Paris, L'ayahuasca. l'ayahuasca. Ah, peut-être que ça se boit? On ne sait rien. Il y a un thème. Bon, moi, je vais vous parler d'un homme qui a beaucoup compté pour moi et qui est décédé le 15 décembre dernier. Donc, si on veut bien mettre la présentation, voilà. Et je vais vous parler, si aussi on peut récupérer le... Hop là. C'est ici. Donc, je vais vous parler de Charlie Munger et de son héritage. Alors, petit test. Qui connaît Charlie Munger? D'accord. En vrai? Ah, t'as fréquenté Charlie Munger? Ah non, pardon. Qui a parlé à Charlie Munger? Ah oui, hein, tout de suite ça calme. Hein. Et pourquoi est-ce que c'est important donc de parler de Charlie Munger? Parce qu'on va voir maintenant, on va déjà voir qui il était. On va voir quelle est la partie de sa vie qu'on connaît le plus, celle pour laquelle la plupart des gens le connaissent. On va regarder quelque chose qu'il a fait qui est plus discret, plus fondamental, plus caché, mais qui est à mes yeux beaucoup plus important. Et puis, on va voir que ça peut être un avantage pour les entrepreneurs. Alors, c'est lui. Voilà. Et donc, et là, il a 90 ou 92 ans. Et on le connaît surtout, alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas, attention, attention, il y a un indice. Là, est-ce que ça vous parle un petit peu plus, le jeune homme à ses côtés qui doit en avoir 87 ou 9 à ce moment-là? Ouais. Eh oui, voilà. Donc, évidemment, Charlie Munger, c'est quelqu'un qui est né en janvier 24, donc c'était pas récent. Hein. Il naît à Omaha, Nebraska, hein, comme l'autre monsieur qui est là, hein, les deux papis là. Et puis, donc, il travaille dans l'épicerie du papa de Warren Buffett, qui est le monsieur qu'on a à côté. Il est étudiant en mathématiques, il s'inscrit, il ment sur son âge pour aller s'engager dans l'US Air Force. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a la GI Bill, donc en fait, l'État américain offre la possibilité aux étudiants de rejoindre une université. Et donc, il rentre à la Harvard Law School. Et donc, là, il fait un truc un peu bizarre pour un avocat. Il crée, ou pour un juriste, il crée un fonds d'investissement. Et son premier fonds d'investissement, ça se passe mal, il fait faillite. Donc, ouais, on peut dire, franchement, sérieux, quoi, vendeur de journaux, pilote d'avion, soi-disant juriste, qui va faire de l'investissement, et patatras, rien du tout. En fait, il va transformer cet échec en une sorte de leçon d'humilité, et il va se relancer, et il va s'associer avec Warren Buffett pour diriger Berkshire Hathaway. Et il est décédé à 99 ans, le 28 novembre, j'ai dit le 15 décembre, mais pardon, c'est le 28 novembre dernier. Le 15 décembre, je crois qu'il aurait eu 100 ans. C'est ça? Non, 1er janvier. Donc, on le connaît parce que c'est l'associé de Warren Buffett dans Berkshire Hathaway. C'est vrai que c'est surtout Warren Buffett qui prend la lumière. Hein, c'est lui dont on parle. Et en réalité, Berkshire Hathaway, c'est quelque chose d'intéressant. On s'arrête un instant pour regarder. C'est un conglomérat, comme on en faisait avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y avait les Konzern en Allemagne, il y avait les Zaibatsu au Japon, il y avait les conglomérats en France et il y avait les conglomerates aux États-Unis. C'était une forme d'organisation dans laquelle une entreprise
pouvait être présente dans plein de métiers différents, le textile, la métallurgie, le pétrole, l'assurance, la banque, le transport et la distribution de bonbons. Et ça choquait personne. Et donc ce mode d'organisation, qui est un mode d'organisation du capitalisme du début du XXe siècle, c'est le mode qu'ont choisi Warren Buffett et Charlie Munger pour développer leur business. C'est normal, vu leur âge, vu la période d'où ils viennent, c'est tout à fait compréhensible. Et simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont fait à travers l'outil financier. Alors, Berkshire Hathaway, ça vaut 1 000 milliards de dollars en bourse, et ça a été démarré avec 10 000 $. On vous laisse faire le calcul. Même en calculant juste depuis l'introduction de l'action à la bourse, ça fait du 19,8% par an. Donc seulement sur les 40 dernières années ou quelque chose comme ça. C'est un animal unique dans la finance moderne. Il n'y a pas d'autre objet financier qui ressemble à ça. Vous avez des tas d'entreprises remarquables dans la finance avec des modèles économiques extrêmement novateurs. Vous avez eu tous les hedge funds, aujourd'hui vous avez BlackRock. Chaque génération de financiers essaye d'imprimer sa marque et de trouver une façon de faire nouvelle de faire ce métier de la finance. Mais ce qu'a fait Berkshire Hathaway, c'est quasiment unique. Il y a des gens qui se sont approchés en termes de performance d'investissement, mais jamais sous la forme de « on est propriétaire des entreprises ». Éventuellement majoritaire. On ne se considère pas comme un investisseur qui va acheter des actions sur le marché boursier puis les revendre 3 mois, 6 mois, 9 mois plus tard. On fait la même chose que ce qui en a acheté l'entreprise pour la garder un siècle. C'est exactement ça. C'est pour ça que je les appelle des entrepreneurs investisseurs. Oui, ils font partie des gens de la finance, mais leur approche est radicalement différente des gens que vous pouvez croiser dans cet univers. Leur philosophie d'investissement, c'est simple. On achète des grandes entreprises avec un avantage concurrentiel durable. On se concentre sur des valeurs à long terme, plutôt que sur les gains à court terme. Et puis, on garde beaucoup de cash au cas où. Alors, pourquoi au cas où? Parce que les marchés financiers, ça monte, puis ça descend. Ça monte, puis ça descend, enfin vous voyez à peu près le truc. Et donc ce que font Warren Buffett et Charlie Munger, c'est que quand ça monte, ils n'achètent rien, et puis quand ça commence à descendre, ils s'y intéressent. Les bonnes boîtes descendent comme les mauvaises, et donc ils savent déjà quelles sont celles qui les intéressent. Quand ça arrive à une valorisation qu'ils trouvent intéressante, alors pour le dire, la valorisation dite intéressante, Buffett a eu cette question un jour, il a répondu, il a dit quand c'est la moitié ou moins de ce que je pense être la bonne valeur. Et l'idée, c'est ne pas perdre d'argent. Préserver son capital, ça veut dire être discipliné au point de ne pas se faire confiance à soi-même. C'est-à-dire, j'ai mon niveau d'expertise, je suis très bon, je vais encore couper un truc en deux. Ce qui veut dire que, fréquemment, il reste des années avec un matelas de cash sans rien en faire. Et c'est une hérésie pour l'industrie de la finance. Alors, il achète des bons du Trésor américain parce qu'il est américain et puis qu'il veut quand même essayer de se protéger un peu contre l'inflation, mais il n'investit pas. Il garde de la liquidité. Et donc, ces deux larrons sont des gens incroyablement méthodiques, disciplinés. Et le fait qu'ils viennent du Nebraska, le Nebraska, c'est pas la Californie en termes d'ambiance et en termes de météo non plus, vous voyez. Donc, quand vous passez 9 mois sous la neige, dans le brouillard et sous la pluie, gros, vous avez surtout le temps de beaucoup lire les rapports financiers des entreprises et vous avez le temps, finalement, de travailler, en fait. Voilà. Donc, voilà la philosophie de Berkshire Hathaway. Donc, ce sont probablement les meilleurs investisseurs du XXe siècle. Et ils l'ont fait, c'est remarquable, avec la même information, ou quasiment, que tout le monde. C'est-à-dire que quand vous achetez une société, des actions d'une société cotée, la société cotée a publié à la fois ses résultats, vous avez les bilans historiques, vous avez le cours de l'action, vous connaissez le management qui s'exprime, vous avez des articles, vous pouvez éventuellement les rencontrer. Ils donnent même des idées de où va le business dans les prochains mois. Chaque réunion
d'analystes, ils expliquent ce qui va se passer sur l'année qui suit. Et donc, il y a même des analystes financiers, des gens qui sont des gens très trapus, qui analysent, qui décortiquent, qui font des notes. Donc, on peut dire que quelque part, tout le monde est sur à peu près la même ligne de départ. Et eux, avec les mêmes infos, font mieux que les autres. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, comme dans ces régates où on part tous avec le même bateau, toilé de la même manière, et puis il y en a qui sont déjà 200 mètres devant, 10 minutes après le début de la course. Donc c'est l'équipage qui fait la différence. Jusque-là, on est dans un monde compréhensible pour vous, ça va. Et donc, on peut se poser la question, c'est là que ça va devenir bizarre, quel est leur avantage concurrentiel? Vous avez une petite idée? Quelqu'un veut se risquer? Quel peut être l'avantage concurrentiel de Charlie Munger et de Warren Buffett? Oui? Oui, j'entends. C'est une bonne façon de dire. Ils n'investissent que dans ce qu'ils comprennent, mais d'autres pourraient faire la même chose. Je suis conscient que l'ego des financiers les amène à croire qu'ils peuvent comprendre beaucoup plus qu'ils ne comprennent réellement. Mais c'est un peu répandu.